Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo sur les règles absolument absurdes qu'il peut y avoir dans le cursus scolaire japonais. Il y a carrément un nom pour ça au Japon, ça s'appelle Black Kosoku. Littéralement, ça veut dire les règles noires à l'école. Oui, je sais, ça paraît bizarre, mais dès qu'il y a quelque chose un petit peu de sombre ou de controversé au Japon, on utilise le terme Black. Bref, quoi qu'il en soit, même pour les japonais, ces règles sont trop strictes et absurdes. Et personnellement, j'ai halluciné sur certaines règles, quand j'ai vu qu'en fait, elles étaient bel et bien appliquées. Et franchement, je te jure que quand tu découvres ça, en France, t'es bien content d'avoir quand même quelque chose de beaucoup plus libre. Même moi à l'époque je venais avec des tenues bizarres, j'avais déjà des bagues et j'ai jamais vu personne se prendre une réflexion de la part d'un professeur sur sa coupe de cheveux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'au Japon, c'est pas aussi détente. Le pays à l'image d'une nation où la discipline à l'école est très présente, particulièrement en ce qui concerne l'apparence. Pour cette vidéo, je ne vais pas me contenter de citer bêtement des règles et de passer à autre chose. Ce que j'aime faire en fait, c'est de faire des recherches pour savoir pourquoi elles sont là aujourd'hui et si elles sont appliquées ou non dans les établissements. En gros, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que les règles dans la scolarité japonaise soient aussi absurdes? Ah au fait, petite nouvelle, oui, j'ai mon trophée YouTube du million qui est arrivé, voilà. Il est absolument magique, je suis plutôt content, voilà, j'en profite. Je peux vous dire que j'étais plus content de le recevoir que quand j'ai reçu mon diplôme d'école absolument tout froissé. Mais revenons-en aux règles d'école. La première, c'est que c'est très recommandé d'avoir un VPN. Comme d'habitude, je peux vous dire que ça résout bien le problème de chronologie des médias en France qui t'oblige à bien attendre longtemps avant d'avoir un film qui sort sur une plateforme VOD. Dans la majorité des autres pays, ce concept n'existe pas. Donc il suffit que tu te connectes sur un autre pays et d'un coup tu as un catalogue plus élargi. Et la nouveauté de ce mois-ci, c'est que NordVPN propose aussi une protection anti-menace. Ça inclut la protection contre les malwares, le blocage de publicité pop-up et enfin le blocage de cookies de suivi. Vous avez l'offre spéciale avec 2 ans d'abonnement plus 1 mois gratuit et vous pouvez avoir jusqu'à 6 appareils connectés simultanément. Et comme d'habitude, bien sûr, c'est satisfait ou remboursé pour les 30 premiers jours. Vous avez le lien dans la description, et puis en vrai, ils soutiennent la chaîne depuis un bon moment maintenant, donc voilà, si vous pouvez jeter un œil sur le lien, ça ferait plaisir. Assieds-toi correctement. Je commence soft avec les règles, mais au Japon, le gymnase, c'est une pièce très importante. Elle est imposante et très large. Et c'est tout à fait normal parce qu'elle est censée pouvoir accueillir tous les élèves et les enseignants d'un cycle. Il y a également une estrade et des rideaux. En gros, on a une scène comme dans les animés. Et typiquement, à chaque nouvelle année ou alors quand le principal a envie de parler un petit peu à tout le monde, eh bien tout le monde se regroupe dans cette salle et s'assoit par terre pour écouter le principal. Sauf que certes, les élèves, ils sont assis par terre, voilà, tranquille, mais non, pas tranquille! Il y a une manière bien précise de s'asseoir par terre. La position, on l'appelle le taikuzari et ça ressemble à ça. Alors, dans un canapé, c'est plutôt agréable. Dans la réalité, sur le sol, au bout d'un moment, c'est différent. Depuis 1965, selon le manuel d'orientation de l'action du groupe du ministère de l'Éducation, le taikuzari est une position de repos, et est donc forcément appliquée absolument partout, mais je vous mets au défi de maintenir cette position pendant 20 minutes par terre, et de me dire après que le taikuzari, c'est une position de repos. Parce que après plusieurs minutes, je suis désolé, tu n'es pas à l'aise, tu as mal au dos. Je veux dire, ça ne va pas. Donc naturellement, toi, quand tu es en train d'écouter ton principal, t'as envie d'écouter ce qu'il dit, t'as envie de te mettre à l'aise pour bien comprendre ce qu'il dit. Du coup, tu vas changer de posture. Et là, non. Ton professeur principal, il va arriver comme ça en 2-2, et il va te dire d'arrêter de faire le rebelle, et de te remettre dans le taikuzari, comme tout le monde. Vous voyez, en fait, c'est ça le problème des règles sombres du Japon, c'est que tout le monde les applique, et on sait pas vraiment pourquoi. Et pour le coup, en fait, les problèmes engendrés par cette posture, à la longue, eh ben, c'est pas à prendre à la légère. Cette position tire beaucoup sur le dos, et donc peut engendrer des problèmes sur la colonne vertébrale. C'est pour ça que dans certains établissements, assez récemment, ils autorisent d'autres positions plus agréables et plus saines pour le corps. Après, c'est toujours beaucoup mieux vu d'endurer le taikuzari, et en parlant d'endurer, ça nous amène au point suivant. L'isolation. Je vous ai déjà dit que l'isolation dans les maisons japonaises, c'était absolument naze. Eh bien, dans les écoles, c'est très la même chose. L'isolation est nullissime, ce qui fait qu'en été, tu crèves de chaud, et en hiver, tu meurs de froid.
Mais bien sûr, pour pallier à ça, il y a des clims et des chauffages dans toutes les pièces de l'école, vraiment là, il y en a généralement partout. Donc techniquement, vous avez envie de dire qu'il n'y aurait pas de problème. Sauf que vous me voyez venir, je pense. Mais les élèves n'ont pas le droit de choisir quand est-ce qu'on met la clim ou le chauffage. Non, non, non. On ne leur permet pas d'activer ces fonctionnalités parce que ça coûte cher. Foutage de gueule. Bon, voilà, ça c'est un foutage de gueule, ça c'est la fausse raison. En revanche, la vraie raison, c'est que c'est pour entraîner tout le monde à endurer les choses. C'est pas du tout une blague parce que côté salle des profs, c'est super bien climatisé ou chauffé. Et le seul répit que j'avais à l'époque, c'est lorsqu'on allait en cours de musique, parce que dans la salle de musique, eh bien, pour protéger les instruments de musique, il y avait de la clim. La clim était activée et il faisait donc très frais. Donc c'est là où je me suis dit, attends, les instruments de musique dans les écoles sont mieux traités que les élèves? Tout ça, c'est basé encore une fois sur la collectivité, l'effort, tous ensemble, on va surmonter cette épreuve et... Ah, Yamada-kun vient de s'effondrer à cause de la chaleur. Ce n'est pas une blague, ça arrive que durant l'été, des élèves fassent des insolations, voire des hyperthermies à cause de la chaleur. Parce que bien sûr, même sous 38 degrés, tu n'as pas le droit d'enlever ton uniforme, hein, ce serait beaucoup trop facile. Et de même, on n'a pas le droit d'utiliser des outils comme un éventail. J'avoue, je le sais, parce que j'ai tenté avec un shitagiki, c'est une sorte de plaquette plastique qu'on a pour solidifier en fait l'arrière de la feuille quand on écrit au crayon au Japon. J'avais utilisé ça pour faire du vent, tout simplement, voilà, pour m'aérer un petit peu. Et le professeur m'avait dit d'arrêter, parce que voilà, ce n'est pas correct par rapport aux autres camarades, il faut endurer la chaleur, tous ensemble. Enfin, sauf toi qui va en salle des profs parce qu'il y a la clim. Il m'avait justifié ça le prof comme quoi à l'époque, si tout le monde faisait ça, en fait, ce serait le chaos dans la classe et du coup, plus personne n'écouterait le cours. Oui, j'ai envie de dire que dans ce cas, tu peux aussi allumer la clim, mais après, voilà, c'est mon avis personnel, j'avoue. On pourrait associer ça à de la torture mentale ou de la torture physique, et je suis d'accord, les mots sont assez forts, mais vous allez voir que pour le point suivant, eh bien, ces mots sont bien choisis. Les châtiments corporels, Taibatsu. Marie, passe les prochaines secondes de la vidéo, je sais que tu vas pas aimer ça. T'es toujours là? Tant pis. Vous connaissez peut-être cette photo, elle a beaucoup tourné sur le net, et si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien c'est le résultat d'un châtiment corporel qu'on fait subir à des élèves. S'agenouiller sur des petits pois gelés. Et je suis là pour vous dire que ce n'est pas japonais, mais chinois et bordel de merde, pourquoi à chaque fois je remets la faute sur eux, c'est un truc de ouf. Non, en fait, justement, c'est une rumeur qui circule comme quoi, en fait, c'était dans les lycées chinois qu'il y avait ce genre de punition, et en fait, il y a que cette photo, et il y a aucun autre témoignage, donc j'ai quand même tendance à dire que c'est un fake de A à Z. Voilà, je voulais débunker ce truc, comme ça, c'est fait. En revanche, les châtiments corporels au Japon, c'est loin, très loin d'être un mythe. C'est quelque chose de bien réel, et chaque année, il y a des événements tragiques qui nous le rappellent. Le 23 décembre 2012, un événement tragique a lieu dans le lycée Sakura-no-miya à Osaka. Un étudiant vient de se donner la mort, c'était le capitaine de l'équipe de basket qui ne supportait plus les brimades de son entraîneur. Ce qui est absolument terrifiant, en fait, c'est que cet entraîneur-là était connu pour utiliser de la violence envers les joueurs pour les faire progresser. Et même pire, c'était reconnu par le conseil d'éducation comme quoi ces méthodes étaient efficaces. Et pour le coup, les résultats étaient là. Ils étaient obtenus par la peur, mais ils étaient là. L'équipe de basket de Sakura-no-miya était classée parmi les plus fortes au niveau national. On comprend vite que l'entraîneur dans l'animé Jeanne et Serge, eh bien en fait, c'est totalement réaliste. Nani ? Mais alors, vous allez me dire, est-ce qu'il n'y a pas quand même une loi qui interdit les châtiments corporels envers les élèves à l'école au Japon? Eh bien la réponse c'est oui, mais ce fut tumultueux. Elle est votée en 1879, puis abolie en 1885, réétablie en 1890, réabolie en 1900, réétablie en 1941, enfin adoucie en 1943, mais toutefois bien intégrée en 1947. Théoriquement, c'est bel et bien interdit. Mais alors pourquoi cet entraîneur, bien que tout le monde soit au courant, a pu continuer ses violences bien que ça soit illégal? Eh bien parce que dans la pratique, tenez-vous bien, les Japonais ont tendance à tolérer ces châtiments. Non, je ne rigole pas, vraiment, il y a une bonne partie d'entre eux qui sont ok avec ça. Et je précise quand même qu'on ne parle pas juste d'une gifle comme ça, je parle de coups de poing et de coups de pied. Pour en venir à notre cas à Osaka, en fait le conseil d'éducation validait les méthodes de l'entraîneur, les parents adoraient être fiers des bons résultats de leur enfant, et même les élèves, avec ces châtiments, développaient une sorte d'attachement envers l'entraîneur qui se focalise sur eux au point d'en venir aux mains. Toutefois, cet incident a quand même fait bouger les choses, je suis d'accord, c'est assez triste qu'il faille attendre un drame comme celui-ci pour que ça bouge, mais ça j'ai envie de dire, c'est pas propre qu'au Japon. Ces choses ne devraient pas être autorisées dans notre pays et nous devrions nous efforcer d'enseigner à nos enfants sans l'usage de la violence. C'est ce qu'a déclaré le ministère de l'Éducation au moment des faits. Et effectivement, à partir de ce moment-là, ils ont pris quelques mesures et beaucoup d'enseignants sont tombés. En 2013, on compte 3953 enseignants suspendus ou congédiés parmi les 2048 écoles différentes à travers le Japon.
C'est vraiment avec ce genre de chiffres qu'on se rend compte à quel point les châtiments corporels, c'était vraiment monnaie courante. Et forcément, les enseignants, ils se défendaient face à ça, et ils invoquaient quasiment systématiquement le Ai no Muchi. Alors, littéralement, cette phrase, ça veut dire « fouetter par amour ». Tous ces vices corporels ne seraient en vérité qu'amour envers l'élève, juste pour qu'il se développe, voilà. On le frappe bien, on le tabasse bien, juste pour son bien. Bon là, forcément, je caricature un petit peu, mais je pense que sincèrement, ces enseignants croyaient dur comme fer aux valeurs et aux effets éducatifs des châtiments corporels. Et c'est pas terminé, parce que comme je vous l'ai dit, ce ne sont pas les seuls à y croire, les parents d'élèves aussi. Parmi les japonais de plus de 20 ans, 57% disent comprendre la nécessité d'un châtiment physique. Et chez les parents, 70% déclarent avoir frappé leur enfant par manque de discipline. Et c'est en voyant tout ça que j'ai voulu savoir d'où venait cette, on va dire, tradition au Japon des châtiments physiques à l'école. Et aussi essayer de comprendre parallèlement pourquoi c'est aussi bien vu par tout le monde. Donc pour ça, je vous propose de faire un petit tour très rapide sur l'histoire de l'école au Japon. L'histoire de l'éducation au Japon. Les premières traces de l'éducation au Japon apparaissent au 6e siècle, et pour le coup, c'est grâce à l'influence chinoise. À cette époque, l'éducation est très liée à la religion, donc au Japon, au bouddhisme et au confucianisme. Pour ce qui est des matières, on a déjà la base de ce qui va devenir l'éducation au Japon. On y retrouve de la littérature, de la calligraphie, des sciences, et j'avoue que je m'y attendais pas, à de la divination. Alors je pense que c'est forcément avec le côté religieux qu'il y avait cette matière. Et c'est là que j'ai compris en fait que dès le début de l'école au Japon, on retrouve des châtiments physiques. Il y avait un test qui était effectué tous les 10 jours, et si les étudiants n'arrivaient pas à passer ce test, eh bien ils étaient fouetté. Ensuite, on va faire un grand bond dans le temps pour se retrouver avec le Bushi, la voie du samouraï. Effectivement, des écoles de samouraï et de fils de samouraï voient le jour sous le shogunat Tokugawa, donc c'est environ au XVIIe siècle, et d'ailleurs j'en ai visité une. Les 10 règles que vous revoyez derrière moi, en fait, c'était des règles qui étaient vraiment rabâchées pour les enfants qui venaient ici, même avant l'âge de 10 ans, c'est-à-dire que dès l'âge de 6 ans, on leur rabâchait ces règles-là parce que en fait, c'était vraiment la base de toute chose pour eux. C'est vraiment ultra strict à tel point qu'ils ont interdiction de parler aux femmes. Durant l'ère Meiji, donc au 19e siècle, l'éducation au Japon se modernise et surtout s'occidentalise. On a alors 40% des garçons et 10% des filles qui vont alors à l'école. Et faut pas perdre de vue qu'à la base, l'éducation s'occidentalisait pour prouver au reste du monde que le Japon était un pays civilisé. Et c'est là, en 1870, que les premiers taibatsu comme on connaît aujourd'hui voient le jour. On punit l'enfant physiquement, mais c'est pour son bien, c'est pour qu'il se développe, c'est voilà, pour qu'il soit meilleur après. On va dire que c'est l'éducation à la dure. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, là c'est les Américains qui vont prendre en main l'éducation japonaise, en imposant 9 ans d'éducation obligatoire, 6 années au primaire et 3 ans au collège. Et d'ailleurs ils en profitent pour retirer l'enseignement militariste et tout ce qui est anti-américanisme du programme. Faut vraiment comprendre qu'à l'époque, l'éducation s'était fait pour qu'on devienne un bon et loyal sujet de l'empereur, ce qui n'est plus tout le cas après la guerre. On se concentre davantage sur l'égalité des chances à l'éducation pour tous les citoyens, à la mixité et le plein épanouissement de la personnalité. Ouais, on n'a pas la même définition de la mixité et de la personnalité, on va dire. Et du coup, ces châtiments et cette rigueur, bah c'est pour les Japonais très lié, ça fait partie d'un même tout. Surtout qu'en plus, les méthodes utilisées montrent des résultats, et donc du coup, on n'a pas trop envie de changer ça. Quand on y pense, en fait, ça se faisait beaucoup en France aussi, je veux dire, il y a quelques décennies, on utilisait la fameuse règle sur les doigts comme ça. Bon, forcément, c'est pas de ma génération, mais c'était pas non plus il y a un siècle. En revanche, un problème qu'on n'a pas eu en France, c'est le point suivant. La couleur de cheveux. Ça, c'est le grand classique des règles japonaises. Tout le monde doit avoir des cheveux de couleur noire. Et c'est là où il faut quand même que je vous parle de certaines nuances qu'il peut y avoir entre les établissements. Même si une grande majorité de collèges, lycées ont une règle concernant les cheveux de couleur noire, tous les établissements ne l'appliquent pas à la lettre. C'est intéressant ce qu'elle dit parce qu'elle dit pas que c'est autorisé en fait, elle dit que certaines personnes le faisaient et ça passait. Mais alors quand même, pourquoi on a une règle aussi absurde? La raison, elle est assez simple en fait. C'est qu'à l'époque en fait au Japon, toutes les personnes avaient naturellement des cheveux de couleur noire. Du coup, imposer cette règle, ça voulait juste dire les teintures sont interdites et comme ça, personne ne va se distinguer plus qu'un autre. C'est strict, mais c'est tout à fait compréhensible. Comme pour les bijoux interdits ou l'utilisation de l'uniforme, tout est réfléchi pour que personne ne se distingue, que tout le monde soit dans le même moule. L'uniformisation et la collectivité au Japon, je pense que vous commencez à connaître. Le truc c'est que cette règle, elle n'avait pas prévu que des personnes pouvaient avoir naturellement des cheveux blonds, roux
ou châtain clair. Et là, ça a été le bordel. Des établissements ont demandé des certificats médicaux pour prouver voilà, que les élèves avaient naturellement une couleur de cheveux autre que noire. Ou encore ils ont demandé des photos à la naissance. MDR, ça change avec le temps en fait. Moi personnellement j'avais les cheveux tout noirs à la naissance et progressivement c'est devenu voilà châtain clair éventuellement. Et oui d'ailleurs cette couleur de cheveux au Japon ça passe pas. Ça c'est pas noir pour eux, ça faudrait que je me teigne les cheveux en noir si jamais j'ai un établissement trop strict. Et malheureusement c'est pas un ou deux établissements qui font ça parce que rien qu'à Tokyo, selon Vice, c'est 44,6% des 177 lycées qui exigent ce certificat. Et ça dites-vous que c'est à la capitale où on est habitué de voir des étrangers. Imaginez comment ça se passe dans le fin fond de la campagne. Forcément il y a beaucoup d'incidents qui sont remontés comme par exemple cette fille qui s'est vue en fait falsifier ses cheveux sur sa photo de classe. On voit bien ici que les cheveux ont été plaqués noirs. Mais elle a décidé de laisser couler et de pas faire voilà de drama par rapport à ça. Mais il y a un cas beaucoup plus connu au Japon qui s'est déroulé à Osaka, encore une fois, mais en octobre 2017. Une lycéenne a naturellement les cheveux châtains et donc elle est obligée de se teindre les cheveux en noir. Jusque là, c'est pas la seule au Japon. En revanche, quand elle a décidé d'arrêter de faire ça parce qu'elle en avait marre, eh bien le lycée a demandé à vérifier ses racines, à retirer son bureau de la classe et à enlever son nom des listes de classe. What ? Genre pourquoi vous allez aussi loin pour une règle de merde comme ça? C'est là que je vois que certains japonais c'est des vrais robots par rapport à des règles. Ils ne réfléchissent pas en fait à pourquoi cette règle est là, ils l'appliquent bêtement sans réfléchir. Parce qu'à la base cette règle elle est là pour protéger les élèves, pour faire en sorte que voilà il y en ait pas un qui se distingue un peu bizarrement et du coup qu'on l'harcèle. Et si tu retires le bureau de cet élève et que tu l'humilies publiquement, ça va être un peu contre-productif non? Je vous jure, désolé mais ça m'énerve. Cette jeune fille, heureusement, elle ne s'est pas laissée faire et elle a traîné en justice son établissement. Et on va dire qu'elle a partiellement gagné. En février, le tribunal du district d'Osaka a ordonné au gouvernement local de verser à la lycéenne 3000 € en dommages et intérêts émotionnels. Soit dit en passant, elle en demandait 10 fois plus. En revanche, le tribunal a aussi statué le fait que l'établissement a parfaitement le droit d'imposer un règlement concernant la couleur des cheveux de leurs élèves. Bon allez, on continue sur les règles bien débiles. Les queues de cheval. Les queues de cheval sont bannies dans les collèges japonais. Tout du moins, c'est une news qui circule pas mal ces derniers temps sur internet. On peut voir cette information sur ce site, ou encore celui-ci, ou encore tout ceci. Ouais, clairement, c'était The Article à copier-coller la semaine dernière, et j'ai reçu un paquet de messages qui me demandaient si c'était vrai ou faux. J'ai reçu 3 messages quand même. Eh bien écoutez, je vous propose de fouiller un petit peu pour savoir si c'est une info ou une intox. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'avec les dates de chaque article, je peux repérer lequel est l'originel. Et on constate que le premier, c'est celui de Slate, qui est sorti le 10 mars 2022. Et en lisant cet article, on comprend que c'est encore une fois la retransmission d'un article du journal Vice. Et sur cet article, on va voir le témoignage très intéressant d'une ancienne professeure au Japon. Motoki Sugiyama a déclaré que les administrateurs de l'école lui avaient dit que les filles ne devaient pas porter de queue de cheval, car exposer la nuque pourrait exciter sexuellement les élèves de sexe masculin. Waouh! Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une vieille règle, mais est-ce qu'elle est vraiment appliquée encore aujourd'hui? Eh bien visiblement, je pensais que non, personnellement, mais oui. Elle est appliquée. Eh bien, ils avaient cette règle concernant la queue de cheval. Et j'ai vérifié, même là où c'est parfois autorisé, eh bien, il y a un règlement sur la couleur du chouchou pour attacher ses cheveux. Noir ou bleu marine, c'est ok, mais si c'est rouge, par exemple, dehors! Mais ne vous inquiétez pas, les règles absurdes ne concernent pas uniquement les queues de cheval et les filles, ça concerne aussi les garçons. La coupe tsubloku en japonais, c'est lorsque t'es rasé sur les côtés et que t'as les cheveux longs. Donc moi, typiquement, si j'avais les cheveux un peu plus rasés sur les côtés et à l'arrière, je serais une coupe tsubloku. Et aussi avoir une coupe de cheveux qui dépasse des oreilles, ça aussi, c'est interdit. Et l'argument pour justifier cette interdiction, c'est de dire que s'ils acceptent ces coupes, ce sera le chaos, voilà, dans l'école, on ne saura plus comment gérer les choses, voilà, tout le monde va venir avec la coupe de cheveux qu'il veut. Mon Dieu, c'est assez la panique! その理由といたしましては、外見等が原因で危険や事故に遭うケースなどがございますため、生徒を守る趣旨から定めているのでございます。 Et là, on touche à un point très intéressant du Japon, c'est qu'on a un besoin d'avoir des règles très précises et très strictes pour condamner ou réprimander un comportement. Typiquement, l'interdiction des tatouages dans les onsen, ça vient de là. On veut interdire aux yakuza de venir, mais on ne peut pas créer une telle règle, c'est pas vérifiable. Du coup, on englobe le tout et on dit en général que les tatouages, c'est interdit. C'est la même chose ici en fait, ils ne veulent pas de coupe de cheveux fantaisiste, sauf qu'ils n'arrivent pas à définir précisément fantaisiste et donc du coup, ils réprimandent beaucoup trop. En France, on n'a pas ce besoin d'avoir ces règles ultra précises parce qu'on arrive à comprendre qu'est-ce qui se cache derrière la règle. Et du coup, on peut juger si oui ou non c'est tolérable ou pas. Au Japon, pas du tout. Mais ne vous inquiétez pas, mesdames et messieurs, la situation au Japon change radicalement. À partir de la rentrée prochaine, donc en avril 2022, plus besoin de certificat pour les couleurs de cheveux autres que noirs et plus de restrictions sur la coupe tsubloku. Tous les établissements de la préfecture de Tokyo doivent abandonner ces règles.
Et je peux vous dire que c'était pas gagné, parce qu'il y a quelques années encore, le ministre de l'éducation japonaise disait à tout le monde que avoir une coupe tsuburoku, ça pouvait engendrer des problèmes, des incidents et des accidents même. Des accidents! Donc pour résumer, les queues de cheval vont être autorisées à partir de avril 2022 dans les établissements de la préfecture de Tokyo, mais comme certains établissements ne suivent pas cette règle, eh bien Vice a décidé de faire un article dessus. Mais quand même, je vous ai gardé pour la fin, selon moi, la règle la plus absurde du lycée japonais. Les sous-vêtements blancs uniquement. Alors naïvement, je pensais que c'était une règle pas appliquée ou alors appliquée au fin fond du Japon comme ça, mais non. Non. C'est bien réel. L'interdiction officielle pour les écoles de vérifier la couleur des sous-vêtements de leurs élèves date de 2002. Non, je plaisante, elle date de mars 2021. Mars 2021! Et attention, même après ça, la règle est toujours en vigueur, c'est juste l'interdiction de vérifier. En septembre dernier, il y a encore une école qui s'est excusée pour avoir demandé aux filles de soulever leur jupe pour vérifier la couleur de leurs sous-vêtements. Vraiment? On nage en plein délire! C'était fait à l'époque une fois par mois en mode contrôle surprise, tout le monde soulève sa jupe. Quoi? Et bien sûr, pour justifier tout ça, on avait la classique, c'est pour ne pas exciter ces messieurs, pour l'uniformisation, juste non. Et personnellement, ce qui me tue, c'est que même sur le plan politique, c'est un problème qui fait débat. C'est-à-dire qu'il y a un débat sur si on doit obliger ou non les étudiants à porter des sous-vêtements de couleur blanche. Bon, du côté des parents cette fois-ci, faut pas déconner, ils sont contre, et il y a même des associations qui sont montées pour lutter contre ça, et ils ont eu gain de cause. C'est d'ailleurs une des 5 règles qui ont été abolies dans ce que je vous racontais sur le JT de tout à l'heure. Enfin, j'ai envie de dire, et même dans le top com de cette vidéo, c'était quand même écrit, c'est cool que ça soit aboli, mais c'est dommage parce qu'il y a encore tellement de règles à abolir, et c'est lent. Abolir toutes les burakukosoku au Japon, c'est très long. Et j'ai dit que je voulais pas faire ça, mais il y avait tellement de règles que je voulais vous énumérer que je vous donne un petit listing. Pas de piercing, pas de maquillage, pas de travail à mi-temps, interdiction de s'épiler les sourcils, interdiction de passer le permis, chaussettes blanches uniquement, pas de relations amoureuses. J'en ai déjà d'ailleurs parlé sur une ancienne vidéo, n'hésite pas à aller la regarder, c'est avec un format très différent. Et pour finir, je voulais arriver sur les fameuses jupes qui doivent arriver en dessous des genoux. Et c'est très hypocrite, vous allez voir, parce que dans les années 60, c'était en dessous des genoux, mais dans les années 80-90, il y a eu le phénomène skeban, qui était voilà les délinquantes japonaises, et elles avaient pour caractéristique d'avoir les jupes très longues. Donc à ce moment-là, les écoles ont décidé de raccourcir les jupes, et lorsque le phénomène est mort, a disparu, eh bien ils ont rallongé les jupes. C'est vraiment n'importe quoi. Pour finir, je voulais vous montrer ceci. C'est parce qu'on ne connaît pas les raisons qu'on appelle ça une règle noire. Je suis pas vraiment d'accord avec ce qu'elle vient de dire parce qu'on sait que c'est toujours plus ou moins pour l'uniformisation qui est très propre au Japon. Mais je pense que ce qu'elle veut dire, c'est qu'aujourd'hui, les étudiants n'ont plus du tout besoin de ce genre de règles pour apprendre correctement à l'école. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si elle vous a plu. Et d'ailleurs pour ceux qui sont restés voilà jusqu'à la fin, je peux vous dire que la prochaine vidéo qui sort, c'est sur ma maison au Japon. Je vous dis à la prochaine. Tchuss.